– 8h19, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. À quoi sert la prison ? Elle remplit, me semble-t-il, une quadruple fonction. Primo, et c'est un aspect qui est étrangement absent des débats en ce moment, elle permet de neutraliser les délinquants dangereux en les plaçant dans l'impossibilité matérielle de nuire davantage à leurs semblables. Car nous vivons dans un étrange pays où l'on voit parfois les familles des victimes de violences devoir déménager pour échapper aux représailles de leurs agresseurs, furieux d'avoir été dénoncés. Deuxièmement, la prison évite aux victimes la tentation de se faire justice elles-mêmes, ce qui pourrait finir par arriver si l'opinion continuait à percevoir les politiques pénales menées comme excessivement favorables aux délinquants. Tertio, elle est censée constituer une dissuasion pour ceux que tente une transgression punie par la loi. Enfin, elle devrait favoriser la réinsertion sociale des délinquants qui, une fois payés leurs dettes envers leurs victimes et envers la société, doivent pouvoir renouer avec le cours normal de leur existence, équipés des moyens de l'assurer normalement. La bien-pensance médiatique, surtout préoccupée par ce dernier point, semble négliger généralement les trois autres. Alors la garde des Sceaux, Christiane Taubira, appartient au courant d'opinion qui considère l'emprisonnement pour de courtes peines comme criminogène. Elle voudrait que les peines de prison deviennent exceptionnelles et qu'elles soient remplacées dans les cas de condamnation plus légères par des sanctions patrimoniales, des jours d'amende, par des peines exécutées dans la communauté, c'est-à-dire des périodes de probation. Elle a assurément raison en ce qui concerne les auteurs de délits routiers légers qui n'ont rien à faire en compagnie des trafiquants de drogue. Elle s'appuie sur une donnée incontestable, la surpopulation carcérale et l'état désastreux de nombre de maisons d'arrêt, pour prôner une politique de dégonflement des effectifs pénitentiaires. Alors oui, c'est vrai, la France compte environ 67 000 détenus pour un nombre de places disponibles dans ses prisons de 57 000 environ. Le contrôleur général des prisons a dénoncé à maintes reprises des conditions de détention indignes. Et il a raison encore, le sens de la peine de prison, c'est une privation de liberté et elle ne doit pas s'accompagner d'une humiliation de l'individu, encore moins de mauvais traitements. Le gouvernement précédent avait décidé des constructions de prisons afin de porter le nombre de places disponibles à 80 000. La garde des Sceaux a annulé ce programme. Mais si le nombre des détenus a fortement augmenté ces dernières années, il n'a fait que suivre, avec retard du reste, la progression de la délinquance qui, comme on sait, explose. Il ne viendrait à personne l'idée de supprimer des lits d'hôpitaux en période d'épidémie sous prétexte que le nombre de malades augmente. Quant au taux de la population carcérale en France, autour de 100 pour 100 000, il faut savoir qu'il reste très inférieur à la moyenne OCDE, très loin en tout cas du taux américain qui est 8 fois supérieur, et même des taux d'emprisonnement de pays comme la Grande-Bretagne ou l'Espagne, où il tourne autour de 150 pour 100 000. D'ores et déjà, la majorité des délinquants condamnés à des peines de prison échappent de facto à l'emprisonnement, puisque 80 000 peines prononcées par les tribunaux n'ont pas été exécutées au cours des années récentes, 30 000 pour la seule année 2009. Et seules 13 000 d'entre elles ont bénéficié d'un aménagement de peine sous forme de bracelet électronique dans la plupart des cas, les autres demeurant donc impunis. On nous dit aussi les courtes peines ne devraient pas donner lieu à emprisonnement car la prison est une école du crime pour les petits délinquants. Le problème, ce n'est pas tant la prison que les maisons d'arrêt qui accueillent les condamnés à de courtes peines. Paradoxalement, les conditions de vie y sont beaucoup plus dures que dans les maisons centrales, réservées, elles, aux détenus condamnés à de longues peines. Philippe Bilger, l'ancien avocat général de la Cour d'appel de Paris, critiquait récemment sur son blog l'idée que la prison serait l'école du crime. Il écrit « La prison ne fait que prendre acte de malfaisance ponctuelle avant qu'elle ne prive de liberté et de dénoncer, je cite, « ces temps de mansuétude dogmatique où le mal accompli et sanctionné mériterait plus de considération que le bien des victimes. » Fin de citation. Il faut reconnaître qu'il est davantage en phase avec une opinion publique qui, si l'on en croit les sondages, année après année, reproche à la justice une clémence excessive et désapprouve massivement la récente suppression des peines planchées. La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Ben voilà, le débat est lancé. Antoine Lazarus. Merci de m'avoir invité. Et dans la présentation que je rende justice à l'équipe de l'OIP et dont j'ai pris la présidence seulement en juin dernier,
le guide du prisonnier, qui est un document tout à fait important, aussi bien pour les familles, les magistrats dans certains cas, les éducateurs, les avocats, que sais-je, était déjà fini quand je suis arrivé. Donc, voilà. Vous avez fait la nouvelle préface. Ma coordination, c'est la préface, mais le travail, c'est notre enfin, vous équipe. connaissez bien le sujet, notamment comme ancien président des prisons. Alors donc, la chronique de Brice Couturier, il y a eu la première partie avec Christiane Taubira, Antoine Lazarus. Oui, je pense que ce qui est dit par Brice Couturier, comment dire, enfin, on peut l'entendre globalement, si je peux dire. Ici, on trouve ces idées, neutraliser les délinquants dangereux, éviter que les victimes ne se fassent justice, ce qui est souvent très compliqué à comprendre, puisque la justice, enfin, si je le dis facilement, c'est la société qui vient punir le délinquant. Et quand on va dire à quelqu'un qui ne sait pas toujours très bien lire et écrire, c'est la société qui vous punit, on voit très bien que nous sommes dans ce système de triangulation où faire que les victimes ne se vengent pas elles-mêmes et faire que la punition ne vienne pas de la victime mais de la société, c'est la base même de notre dispositif. Bon, il y a très longtemps qu'on est là-dedans. Donc évidemment, on est dans la question centrale qui est d'une part, une fois qu'on a admis qu'il y a des délits, voire des crimes, en sachant que les délits sont beaucoup, beaucoup plus nombreux que les crimes, et que quand on parle de récidive, c'est essentiellement la récidive au début de tout petits délits et puis ensuite de délits plus importants. La récidive de ce qu'on appelle crime est très rare. De 0,05%. Oui. Donc il faut bien savoir, quand on parle aux gens, à l'opinion, pour ceux d'entre vous ou d'entre nous qui y parlons, que la question de la récidive n'est pas la question de la grande criminalité. Et la question de la récidive, c'est celle de ces vies délinquantes pour un certain nombre de gens, plutôt jeunes. Est-ce qu'on peut avoir un ou deux exemples de ce que c'est quand même c'est quoi les récidives qui Alors, ne sont pas les récidives de délits routiers voilà, et c'est aussi beaucoup de vols simples. Absolument. Et ce sont atteintes aux biens plus que les atteintes aux personnes. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus... Quelqu'un a commis un vol, il est mis en prison, il sort de prison, il recommettra ce vol. Après, il y a une forme de délinquance d'habitude, voilà. Et c'est là qu'on peut parler de récidive. Et c'est ça qui fait le chiffre, le gros chiffre. Plus une chose à savoir qu'on voit très bien dans les incendies de voitures, par exemple. C'est souvent dans le même milieu social que ça se passe. C'est très souvent des délinquants pauvres et qui vont faire des actes de délinquance ou mettre le feu aux voitures de gens qui sont plutôt pauvres et qui, en plus, par rapport à la moyenne d'une bonne partie de la population aisée, ne sont pas assurés ou très peu assurés. Donc un sentiment, de violence et d'injustice qui est encore plus important parce que ce sont les gens précaires qui, vivant et agressant les gens précaires, de même qu'en matière de violence entre les personnes, c'est les jeunes hommes de 18 à 25 ans qui agressent le plus. Et ils agressent qui ? Des jeunes hommes de 18 à 25 ans. Et ce qui fait en général scandale et qui vient en titre des journaux, c'est lorsqu'il y a croisement des milieux sociaux. Enfin bref, mais pour en revenir juste un mot à la justice. Quoi qu'il en soit, moi j'ai tendance à penser que la justice, pour être juste, ce qui est très difficile, doit paraître juste à toutes les parties. Ça doit paraître juste à la société, qui est celle qui paye. Et en général, c'est les gens qui payent l'impôt et qui sont bien insérés, qui vont faire la politique, qui vont voter les lois et qui vont décider pour ceux qui ne sont pas insérés. Ça doit paraître juste à ceux qui sont les victimes. Et ça doit paraître juste à ceux qui sont condamnés. S'il n'y a pas adhésion à ce qui se passe, évidemment, ça ne marchera pas, que ce soit pour de la contrition sur le vieux modèle classique, que ce soit pour ne pas recommencer, que sais-je. Donc, qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui que la justice pénale, que la sanction pénale paraisse plus juste, aussi bien dans son prononcé que dans sa mise en œuvre, que dans l'adhésion qu'on peut y apporter les uns et les autres. Mais parce que ça n'est pas le cas aujourd'hui. Non. Alors, avec les peines planchées, l'automaticité qui a été introduite récemment, c'est vrai que maintenant, peut-être que les détenus développent, ou les condamnés en tout cas, développent un sentiment d'injustice. Il faut redire d'un mot ce que sont les peines planchées. Eh bien, c'est à partir de... Quand on est considéré comme récidiviste, c'est-à-dire on a recommis le même délit ou le même crime, on est condamné à une peine automatique qui est beaucoup plus lourde. Et c'est comme ça qu'on remplit beaucoup les prisons en ce moment. Antoine Lazarus. Oui, mais c'est là qu'on va arriver sur l'idée de la récidive. Enfin bon, il y a beaucoup de manières d'aborder ces questions. Et qu'est-ce que c'est qu'un récidiviste ? Quelqu'un commet 2 fois de suite le même délit
Et hier, en même temps qu'il y avait la conférence de dissensus, il y avait un petit groupe qui réfléchissait. La conférence de consensus, en l'occurrence. Oui, en même temps qu'il y avait le dissensus, il y avait la consensus. Enfin bref, il y avait les deux en même temps. D'accord. Mais en tout cas, on faisait remarquer que quand on parle de récidive, en général, on imagine soit la récidive du grand crime, ce qui est rarissime, on l'a dit, et c'est vraiment statistiquement vrai, mais on imagine la récidive de toutes petites choses. Ah, les crimes sexuels aussi, qui frappent beaucoup l'opinion. Les récidivistes de criminalité sexuelle. Parce que c'est médiatisé. Les violeurs en série. Oui, mais ça que je mettrais dans la grande criminalité, si vous voulez, au point de vue de l'échelle des peines. Par contre, on faisait remarquer que quand une banque récidive, que lorsque tout ce qui est délinquance en col blanc, comme on dit, récidive, ça ne s'appelle pas récidive. Comme si on avait fabriqué une image sociale où le récidiviste devient une manière de nommer, au fond, ce qui étaient les jeunes dangereux, ce qui étaient les populations dangereuses. Donc, qu'est-ce qu'on appelle récidive? Est-ce que c'est, au fond, une catégorie de gens susceptibles de commettre à répétition des actes de délinquance, parce que ça fait partie de leur vie, par exemple des dealers, des choses comme ça, ou bien est-ce que la récidive, c'est le grand crime, ce qui n'est pas le cas. Mais donc ça veut dire que vous approuvez plutôt le principe de cette conférence, justement, sur la conférence de consensus sur la prévention de la récidive, telle qu'elle se déroule depuis hier et aujourd'hui à la Maison de la Chimie à Paris, que vous approuvez ainsi, au fond, la démarche de Christiane Taubira en vue d'une loi pénale de juin 2013. Est-ce que vous l'approuvez telle qu'elle, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que cela va trop obéir à des considérations, dirait Brice Couturier, quelque peu angélique sur ces questions de détention, de prison, où notamment la première visée serait de calmer le chiffre de surpopulation en prison, Antoine Lazarus? Vous prenez tout, ou qu'est-ce que vous prenez dans cette histoire de conférence, et qu'est-ce que vous distinguez entre ce qui serait bien et moins bien? Et l'angélisme dénoncé par Couturier. Non, mais il y a beaucoup de choses dans votre question, ce qui donne envie de répondre aux différents points. L'angélisme de la part de Mme Taubira, je ne crois pas. Je ne crois pas. Les gens de gauche en général, je ne dira Brice. Simplement, excusez, juste pour donner des sondages. Un sondage CSA tout récent montre que 87% des sondés sont contre la suppression des peines planchées pour les récidivistes. Et du Figaro de 2011, je sais bien qu'il est un peu vieux, il montrait que, de manière générale, la question qui était posée par l'IFOP, de manière générale, avez-vous l'impression que les jugements et les peines prononcées par la justice française sont trop, suffisamment ou pas assez sévères dans les domaines dans le domaine de la récidive, pas assez, 85%. Dans le domaine des crimes sexuels, pas assez, 84%. De la délinquance des mineurs, pas assez, 71%. Donc on voit bien qu'il y a de la part de l'opinion, en tous les cas, une volonté de punir. Mais vous savez que le problème de l'opinion, c'est qu'elle ne comprend pas le fonctionnement de la justice. Toujours tort, mais enfin... Non, mais en démocratie, on peut quand même l'écouter un tout petit peu. Quoi. On a aussi un principe de droit qui est l'individualisation des peines. Et tout notre système judiciaire repose là-dessus. On juge un homme pour certains faits, dans certaines circonstances, avec ces circonstances atténuantes ou aggravantes. Donc ça, c'est vraiment l'individualisation des peines. Mettre des peines automatiques et planchées, comme aux États-Unis, et bien justement, c'est fabriquer des détenus à la chaîne. Il faut se souvenir qu'aux États-Unis... Et susciter un sentiment d'injustice chez eux. C'est Clinton qui avait lancé le slogan, qui a eu beaucoup de succès parce qu'il a fait pas mal de gens en prison. C'était « 3 times you're out ». C'est-à-dire quand on commettait 3 fois le même crime ou délit criminel, on était en prison à vie. C'est-à-dire qu'on vous donnait une deuxième chance, mais pas une troisième. C'est inhumain, ça. Oui, c'était Clinton. Lors de Villepin. C'est pas une raison. Oui. Antoine Lazarus. Sur ces questions des pourcentages, comment dire, qu'est-ce qu'on offre aujourd'hui comme représentation à la population, comme réponse, si je peux dire, à une agression, comme réponse encore plus à la peur d'une agression? Et puisqu'on a un certain nombre d'enquêtes qui montrent que les gens qui ont le plus peur sont ceux qui statistiquement étaient le moins agressés. Et paradoxalement, un certain nombre de gens qui ont été agressés, se rendant compte, comme dans les choses de la phobie, vous savez, une fois qu'on l'a vu, on se rend compte qu'on n'en meurt pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut offrir pour l'instant comme représentation et comme idée à l'opinion pour agir, si je peux dire, à part la répression? Et là-dessus, tout de même, vous avez donné quelques chiffres, je vais vous en donner. Au début des années 82, la gauche arrive en 81, il faut quelques mois que les choses se stabilisent. Donc, pour autant que je vous le dise de mémoire, en janvier 82, il doit y avoir dans l'année 82, 80 000 entrées en prison. Entrées en prison. En 2011, il y a 88 000 entrées en prison. Donc finalement, 10% de plus. C'est pas beaucoup. C'est pratiquement la même chose. Si on regarde la durée moyenne de détention, en 82, c'est 5,1 mois.
Aujourd'hui, c'est 10 mois. Si on regarde ensuite le sentiment d'insécurité par rapport à la délinquance, on peut considérer qu'il a été progressif ces dernières années. Or, bien qu'on ait doublé le temps d'incarcération en moyenne, le sentiment d'insécurité par rapport à la délinquance a continué à augmenter. Donc si on prenait, sans jouer au grand savant, mais si on prenait uniquement des choses aussi simples que ça, nous voyons que alors qu'on a doublé en quelques années la durée moyenne de détention, ça n'a pas fait baisser le sentiment d'insécurité, le sentiment de volonté d'en mettre encore plus pour se rassurer. Donc, ou bien il faut encore en mettre plus, et de plus en plus, en termes de durée, ou bien il faut considérer qu'on s'est un petit peu trompé de remède, et que pour rassurer les gens, et pour pacifier la société, il va falloir qu'on invente d'autres solutions qu'une incarcération, qui est d'une certaine manière ce qu'il y a de plus simple à faire, ce qui consomme le moins de travail social, ce qui consomme le moins d'implication des collectivités territoriales, ce qui implique le moins de responsabilité collective, et c'est par défaut. Et si vous prenez les personnes âgées, on aurait quasiment la même chose. C'est plus facile de mettre une personne âgée dans une maison de retraite que d'organiser tout le dispositif périphérique pour qu'elle reste dans la ville. Donc on voit très bien que la question qui se pose aujourd'hui, c'est la question de savoir comment on va traiter un problème réel, autrement que par des moyens qui sont de mise à l'écart, ce qui était la logique traditionnelle. Et peut-être dans un instant, je vous parlerai aussi de ce qui s'est passé en psychiatrie. Mais je vais vous le dire dans un instant. Je voudrais qu'on écoute le témoignage notamment d'un ancien détenu sur cette question, notamment de la récidive, qui est liée à l'après-détention. On a noté que 80% des sorties de prison sont des sorties que l'on appelle sèches, sans accompagnement. Et d'ailleurs, le cinéma le représente très bien. Quand quelqu'un sort de prison, il sort les mains dans les poches, il n'a rien, il n'a pas de valise, il n'a plus d'affaires, il n'a plus rien, et les 3 sous qu'il avait éventuellement en rentrant. Donc écoutez ce témoignage d'un ex-détenu, condamné en 84 à 15 ans de réclusion criminelle, un ancien prisonnier aujourd'hui artiste, qui est passé par les prisons de France et de Suisse. Il explique pourquoi, pour lui, un des problèmes actuels du monde carcéral est justement cette question de l'après-détention. Au micro de Léna Burger. C'est là que tout se passe. La détention, maintenant, je pense qu'on arrive on peut améliorer des petites choses, mais on ne fera pas grand-chose de nouveau. Mais la sortie, la préparation à la sortie, et la sortie, parce qu'en prison, il faut préparer à la sortie. On n'y est jamais prêt, hein. On n'est jamais préparé, personne ne prépare à la sortie. Il n'y a rien qui est préparé pour la réinsertion. Moi, si vraiment je me suis réinséré, c'est que j'ai eu de la chance. Il n'y a rien qui est fait positivement pour que les gens ne récidivent pas. Tout est fait dans le sens inverse. Le fait d'aller pointer tous les vendredis soirs au juge et puis de passer 2 heures en salle d'attente avec les autres détenus, tout ça, rien que ça, je suis sûr qu'une récidive sur 2 s'est faite dans ces salles d'attente, etc. Enfin, tout un tas et puis un suivi, une aide. Moi, on m'a laissé démuni totalement, quoi. Des gens m'ont aidé, des amis, des beaux-arts, etc. m'ont aidé, mais totalement démuni. Ça a été miraculeux qu'un jour, j'avais même pas piqué quelque chose à bouffer dans un magasin, quoi. Toujours cette question d'après-détention, cette question de réinsertion. Écoutez cette fois le témoignage d'un ex-détenu sur cette politique de réinsertion largement insuffisante. Notre point de vue, celui qu'on vient d'entendre, au micro de Frédéric Saïs. Et la réinsertion, ça n'existe pas. Voilà, il faut être très clair. Tout ce qu'on vous raconte, les petits articles dans les journaux, que y a 2 prisonniers qui ont fait du vélo, qu'il y en a 3 qui ont passé un diplôme, qu'il y en a 4 qui ont écrit un poème, tout ça, c'est des conneries. Je veux dire que proportionnellement, les gens qui font ça, c'est peanuts. Les SPIP sont débordés. Alors SPIP, service de probation et d'insertion. Voilà, SPIP, c'est le service de probation. Et elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps, surtout qu'elles sont que 2 jours en prison, parce que le reste du temps, elles passent leur temps à surveiller les détenus qui sont en liberté conditionnelle, parce que là non plus, il n'y a pas d'accompagnement, c'est juste du contrôle et de la surveillance. Bon, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous en êtes tout du boulot, vous habitez toujours au même endroit, ça va, financièrement vous tenez le coup, vous pensez à rembourser les parties civiles, et puis voilà, point barre, c'est tout. Je veux dire qu'un entretien, quand on est en liberté conditionnelle avec un type, allez, en gros, c'est un quart d'heure, quoi. Il n'y a pas de réinsertion parce que l'administration pénitentiaire est dans un seul objectif, qui est l'objectif de sécurité, et donc d'une gestion de flux. Donc moi, personne m'a aidé, je me suis débrouillé par moi-même. Le seul qui est capable de faire sa réinsertion, c'est le détenu lui-même. Voilà, Alain Kangina au micro de Frédéric Saïs. Antoine Lazarus, donc on est au cœur du problème, là. Oui, Alain Kangina, qui connaît bien la prison, il y est resté longtemps. Oui, on est au cœur du problème. Alors déjà, sur les mots, qu'est-ce que signifie réinsertion? Je pensais en l'écoutant, vous viviez avant dans un groupe chaleureux, solidaire de voleurs. Vous sortez de prison, c'est quoi la réinsertion? C'est de retrouver vos copains d'avant et d'être inséré dans la vie qui était la vôtre.
Or, précisément, le projet depuis le 19e siècle, enfin, quand on invente la prison que nous connaissons aujourd'hui, c'est de casser le vieil homme et qu'en sortant, il soit quelqu'un d'autre qui, évidemment, ne sera pas le même, ne sera pas réinséré dans la même personne, puisqu'on voudrait que ça en soit une autre, et ne sera pas réinséré dans le même milieu, puisqu'on pense que le milieu est criminogène et qu'on sait que c'est la société et l'environnement qui déterminent largement les conduites, notamment les conduites délinquentielles. Avec d'ailleurs l'injustice qui a à punir certains qui sont dans un milieu où ils vont naître, dans un milieu où on sait que statistiquement le bébé le plus innocent a bien plus de chances d'être délinquant selon l'endroit où il va venir, selon les conditions sociales de sa vie, c'est-à-dire la question générale des injustices sociales. Bon, voilà, donc qu'est-ce que c'est que la réinsertion? Alors c'est sans doute aider les gens, comme je dis quelquefois, à pouvoir mettre un pied devant l'autre, à l'intérieur d'un système qui est dans un premier temps en général un système de la solidarité collective, avec les minima, les choses comme ça, faut-il encore apprendre à s'en servir et qui ne mettent pas des mois à vous arriver. Et puis surtout, c'est qui on est sans histoire à l'extérieur, avec une image de soi qui est rarement triomphante et qui est, même si les gens sont un peu âgés, assez dégradée, un regard des autres qui n'est pas si simple. Et voilà, donc c'est quoi se réinsérer? Donc c'est un long travail, déjà qui ne se tue pas, c'est pas si mal. Il y a des aides à la réinsertion. Oui, mais c'est quoi être réinséré? Par exemple, le maintien des liens familiaux, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et les détenus, hier, l'ont dit. S'il y en avait avant. S'il y en avait avant, effectivement. Enfin, il y a pas mal de détenus qui sont quand même pères ou mères de famille. Et le maintien des liens familiaux leur permet de se projeter dans un avenir plus ou moins lointain. Ça dépend si ce sont des petites peines ou des longues peines. Oui, absolument, c'est vrai que c'est très différent. Ça, c'est très, très important. Et en même temps qu'ils disent qu'il faut favoriser ça, ils font le constat qu'il n'y en a pas assez, que les parloirs sont vraiment pas confortables, qu'il y a des murets entre leurs femmes et eux, et leurs enfants, voilà, on les laisse pas les voir tranquillement. Il y a bien les unités de vie familiale, mais c'est une fois de temps en temps. Bon. Donc on pourrait, ça c'est vraiment une piste. Oui, mais... Antoine Lazarus. Si vous regardez ce qui se passait il y a une trentaine d'années dans les prisons, il y avait des hygiaphones, enfin des verres avec des petits trous. Les gens ne se touchaient même pas. Donc les choses ont avancé progressivement. Et là, je ne défends pas spécialement la pénitentiaire, mais il faut bien savoir que l'instant d'après, quand vous allez regarder ce qu'il en est du point de vue de la sécurité collective, dès que vous laissez les gens se rapprocher trop, ça va faire entrer dans la prison toute une série de choses interdites, que ce soit la drogue, que ce soit éventuellement une arme, que ce soit que sais-je. Donc on est en permanence soit du côté, au fond, de la vie et du sujet humain qui est un détenu, en disant il a bien le droit d'avoir les mêmes droits que les autres. Et puis l'instant d'après, vous voyez la discipline collective, d'où la négociation, sans doute très difficile, même pour Madame Taubira, de savoir comment libéraliser pour les détenus, en gardant solide, si je peux dire, un lieu de vie collective avec des gens particulièrement peu doués, malgré tout, pour partager, pour avoir les soucis des autres, pour un certain nombre d'entre eux, et faire que tout ça avance un peu vers une amélioration à la fois de la qualité collective et puis des projets individuels. Extraordinairement difficile. Daniel Selnave. Oui, je reviens peut-être un peu en arrière par rapport à ce que vous dites à la question de la réinsertion. Dans vos formulations tout à fait au début, vous avez employé une expression qui m'a beaucoup frappée. Vous avez parlé d'établissement d'une vie délinquante, au fond. C'est-à-dire ce phénomène de récidive sur des petites choses qui instaure une régularité et l'installation dans cette vie délinquante. Ça veut dire que vos observations vous font corréler cette vie délinquante avec d'autres questions. Par exemple, celle, entre autres, de l'échec scolaire, par exemple, et qui est une vraie question, je le pense, et de l'habitat, de milieu dans lequel on est et qu'on retrouvera à la sortie. Ce qui veut dire que la question que beaucoup se posent, c'est comment sortir, pas seulement la réinsertion sans technique, si j'ose dire, mais comment sortir de la vie délinquante. Antoine Lazarus. Bon, je suis content que vous me posiez cette question, parce que dans notre entretien, j'imaginais que ce serait un peu vers la fin que je dirais ça. Bon, alors, tout de même, moi je viens ici, vous m'avez invité comme président de l'Observatoire des prisons. Et donc, quand on dit observation des prisons, c'est intramuros. Et nous ne sommes pas très nombreux, en France ou dans d'autres pays, à avoir pris comme projet à la fois de solidarité et d'interpellation politique les gens qui sont dedans. Amnesty, depuis longtemps, adoptait des détenus d'opinion. Et quand l'OIP s'est créé au début des années 90, c'était avec l'idée que, au fond, ce travail de défense des droits des sujets humains, des personnes, quoi qu'elles aient fait, les gens de droit commun pouvaient y avoir droit également. C'est comme ça qu'on a fait l'OIP. Donc c'est plutôt intramuros avec notre idée simple, qui est qu'il faut que les gens y restent moins longtemps,
Quand je vous parle de l'augmentation permanente de la longueur des peines, on pense qu'il faut prendre, et ça c'est une vraie question politique, l'échelle des peines pour la diminuer très globalement. Et on pense que le respect des gens, soit dans les lois nationales, soit avec les lois internationales, c'est tout à fait important. Et l'OIP est en France l'organisme qui a fait depuis quelques années le plus de recours au tribunal administratif, au Conseil d'État, à la Cour européenne des droits de l'homme. Et nous sommes sans doute de ceux qui remorquons la France pour un certain nombre d'actions, en sachant que la France est assez imperméable aux injonctions ou aux condamnations extérieures. Par contre, quand c'est le Conseil d'État ou le tribunal administratif, il faut bien que l'administration s'incline. Donc moi, je pars de l'OIP. N'empêche que nous sommes en train de nous demander en ce moment si la prison, c'est seulement intramuros, ou bien si c'est les déterminants qui poussent à la prison, sur lesquels il faut travailler et observer. Parce qu'observer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des endroits secrets, difficiles à pénétrer, ou bien ce que ça se passe après. D'où les questions que nous avons. L'avant, je vais vous répondre dans un instant si vous voulez bien, l'avant, le pendant, et puis ensuite ce qui se passe après, l'insertion, la réinsertion. Alors sur les questions de l'avant, ce que nous sommes en train de rôder en ce moment, la gauche vient d'arriver. La gauche vient d'arriver, si on prend les discours portés notamment par la ministre de la Justice, c'est des discours qui vont complètement dans le sens de ce que l'OIP porte depuis un certain nombre d'années comme dynamique, si je peux dire. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'OIP a un visage depuis très longtemps, et si des gens de l'administration pénitentiaire nous écoutent, l'OIP était à la fois le loup-garou assez diabolisé, certains pensant que l'administration pénitentiaire c'est des affreux, d'autres pensant que c'est pas si simple que ça, enfin bref. Donc qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui sur la question au fond de la prison? Si nous disons qu'il faut que des gens aillent moins en prison, ça veut donc dire qu'il faut qu'il y ait des sanctions pénales qui ne soient pas la prison. Est-ce qu'elles seront dissuasives ou est-ce qu'elles encourageront le sentiment d'impunité? Est-ce qu'elles n'encourageront pas le sentiment d'impunité qu'on constate qui pourrit la vie de beaucoup de gens dans des cités? Évidemment, nous n'habitons pas là, donc nous ne sommes pas vraiment au contact, mais pour beaucoup de gens dont le témoignage nous revient, à nous journalistes, ils ont la vie complètement pourrie par des gamins de 18 ans qui leur gâchent absolument la vie à 10, alors qu'ils sont 2000 en face. Donc la prison, elle a au moins une vertu, c'est la dissuasion. Mais non, justement, c'est le constat qui a été fait hier à la conférence de consensus, c'est que la prison n'était pas dissuasive. Qu'est-ce qui nous le prouve? Non, mais qu'est-ce qui prouve qu'elle l'est? Qu'est-ce qui prouve qu'elle l'est? Tout de même, avec les chiffres que je vous donnais tout à l'heure, c'est assez impressionnant. D'autre part, les plus jeunes n'y vont pas très longtemps. Voilà, enfin, en tout cas, pour en revenir à ce qui se passe avant. L'idée, enfin, comment est-ce qu'on pourrait faire une politique sécuritaire qui soit une politique en même temps de solidarité sociale. La formule de Tony Blair, tough on crimes, tough on the cause of crimes, c'est-à-dire il fallait à la fois une répression. Redites-le en français, parce que là, quand même. Ça veut dire dur sur le crime, la criminalité, dur sur les causes du crime, c'est-à-dire s'attaquer à la fois, comme vous le dites en amont, aux causes sociales qui peuvent provoquer, mais il ne faut pas non plus généraliser. Il ne faut pas non plus tomber dans la sociologie de l'excuse, qui tendrait à dire que tous ceux qui naissent dans un milieu défavorisé vont tourner vers la criminalité, parce que ce serait une insulte à tous ceux qui naissent dans la pauvreté, mais qui ne se tournent pas vers la criminalité, eux. Il ne faut pas oublier cet aspect-là non plus. Dur donc sur les causes sociales qui peuvent produire de la criminalité, et dur, donc évidemment, ça veut dire aussi de l'accompagnement en prison, de l'accompagnement sociétal, de l'accompagnement culturel et psychologique, parce qu'effectivement, faire de la prison un lieu où on aggrave la psychologie et les tendances criminogènes des gens qu'on y enferme, c'est évidemment pas l'intérêt de la société. L'intérêt de la société, ça serait au contraire que la prison soit un lieu de recyclage, un lieu qui permette d'échapper au milieu d'origine criminogène et en trouver un autre avec une vraie place dans la société. Antoine Lazarus, on va arriver quasiment au bout de l'émission. Antoine Lazarus. Bon, sur l'ensemble des délinquants, il y en a 20% qui vont en prison. Et donc il y en a 80% qui empoisonnent la société. Donc il est évident que si on ne prend que la réforme de la prison pour réformer l'ensemble des réponses à la délinquance, on laissera le plus clair de ce qui fait les choses quotidiennes en dehors du souci de notre débat, mais qui d'une certaine manière, pardon de vous le dire, mais obscurcit l'opinion, parce que comme si nous ne savions punir aujourd'hui qu'à travers des jours de prison. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que l'idée d'alternative à la prison n'est pas un bon énoncé, parce que ça garde la prison comme modèle punitif, comme monnaie de la souffrance, si je peux dire, de la souffrance vengeresse, alors que ça empêche d'imaginer la sanction. Mais sur les questions d'avant, vous avez reçu, je crois, il y a 2 jours ou hier, je ne sais plus si c'était Vincent Payan qui parlait de l'école. Absolument. Bon, ça fait partie complètement de notre argumentation, en tout cas de la mienne. Je demande souvent aux gens combien de jours est-ce que l'école est ouverte chaque année.
Bon, ils savent pas. Et quand on dit c'est 145 jours et 140 jours quand il n'y a pas de grève, ça veut donc dire, les gens sont très surpris, ça veut donc dire 225 jours sans école. Comment est-ce qu'on passe notre temps à fabriquer des politiques pour améliorer le niveau de sortie de l'école? On passe notre temps à réformer les 140 jours. Moi, je pose comme hypothèse que les inégalités à la sortie de l'école se constituent dans les 220 jours. Et dans les 220 jours, c'est les familles où on parle d'autres langues, c'est quand vous avez des parents qui vous enseignent depuis l'enfance le même discours que les professeurs et que la langue des concours, les 220 jours sont instructifs. Pour les autres, ils sont contre-instructifs, ou en tout cas pas instructifs de la même manière, parce qu'ils ont des vrais savoirs qui ne sont pas ceux des enfants des beaux quartiers, mais qui sont quelquefois bien plus habiles socialement que les enfants des beaux quartiers. C'est pas si simple. Pour la prison, je dirais la même chose. C'est-à-dire que la prison se constitue en dehors des murs de la prison. Donc si on passe son temps pour éviter que les gens n'aillent en prison à réformer ce qui se passe une fois qu'ils y sont déjà, vous imaginez bien qu'on prend très curieusement la question. Et c'est la limite de la récidive. Je pense que c'était intéressant de lancer la question de la récidive parce que c'est devenu une image sociale de la délinquance. Mais la récidive, c'est la petite porte. La question, c'est de ne pas y aller du tout. Donc, en quoi est-ce que le travail sur la récidive, s'il ne fait que réformer l'intramuros, est un travail de fait qui n'est pas très productif? Bon, ce sera très intéressant parce que les détenus qui sont des vrais experts, comme vous l'avez vu à travers vos reportages, eux, ils parlent avec les plus jeunes. Les plus jeunes leur racontent pourquoi ils sont revenus. Les plus vieux disent « mais t'es trop con d'être revenu. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc, eux, ils savent pourquoi on revient. Et ils reviennent parce que ce qui s'est passé à l'extérieur fait qu'ils sont revenus. Donc, si nous ne travaillons que sur l'intérieur, nous ne travaillerons pas sur l'extérieur. Et moi, je pose comme hypothèse, et vous savez que mon métier, c'est aussi la santé publique, je pose comme hypothèse que les inégalités d'espérance de vie, vous savez qu'on vit moins vieux quand on est plus pauvre, quel que soit le cas de figure, et d'ailleurs dans le monde entier, moins on a fait d'études, moins vieux on va vivre. Donc là, il y a des questions très claires. Inégalité à la sortie de l'école. On voit très bien quels sont les déterminants sociaux des inégalités. Inégalité de niveau social, on le voit très bien, et les inégalités pour être délinquant, ou pour être sévèrement condamné quand on est délinquant, sont les mêmes que les inégalités sociales. Donc moi je dis à ce moment-là, posons que la délinquance, en même temps qu'il faut être sévère, il n'y a aucune raison de ne pas l'être. La délinquance doit être considérée comme aussi un des marqueurs des inégalités sociales. Mettons les taux de délinquance comme un des marqueurs des inégalités sociales, et à ce moment-là, au lieu de dire les délinquants avec un discours de type excluant, on va le dire avec un discours de type incluant, nos concitoyens délinquants, dans une solidarité, et elle sera forcément interministérielle pour qu'on sorte uniquement de l'enveloppe de la pénitentiaire ou de l'enveloppe de la justice. C'est la politique de la ville, c'est une politique transversale, et à ce moment-là, ça peut devenir éventuellement une politique de gauche qui se séparerait des politiques qui ne cherchent pas à réduire les inégalités. Merci Antoine.